Alors, allons-y. Donc, avec mes deux collègues de Québec solidaire, on est très heureux de faire avec vous notre bilan de fin de session. On sait évidemment que cette session a été assez tourmentée, merci, surtout pour le gouvernement libéral qui a vécu toutes sortes de scandales, de Nathalie Normando à sa mamade, en passant par le cafouillage du ministère des Transports. C'est sûr que la population en a assez. Mais au travers de tout ça, il y a quelques bonnes nouvelles et des bonnes nouvelles auxquelles Québec solidaire est intimement associé. Nous ne sommes pas peu fiers de vous en faire part. On va le faire en toute modestie, mais avec fierté quand même. D'abord, l'adoption, évidemment, ce matin, du projet de loi 492, loi protégeant les locataires aînés de plus de 70 ans, vivant dans le même logement depuis 10 ans, et étant à revenu modeste, donc ces locataires aînés sont désormais protégés de l'éviction. Un travail qui a duré 2 ans, un travail de collaboration avec les ministres de l'Habitation successifs, et on est très heureux à Québec solidaire de pouvoir dire, voilà, Québec solidaire fait beaucoup de choses dans la vie, on va en reparler, mais Québec solidaire est même capable, et c'est rarissime, d'amener un projet de loi jusqu'à son accomplissement, jusqu'à son adoption. On fait ça à 3. Imaginez-vous si on était 20, 30 ou 62. Alors, première victoire importante pour Québec solidaire. Deuxième, les enfants trans. Ma collègue Manon Massé, députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, a vraiment travaillé très fort dans ce dossier-là. Un projet de loi va être adopté là, dans quelques instants pour que les enfants trans soient protégés contre une mention de sexe à l'école qui ne correspond pas véritablement à leurs désirs et à leur situation. C'est en bonne partie grâce à Québec solidaire que cette discrimination prend fin. Alors, on en est aussi très fiers. Alors, ma collègue s'en va voter pour le projet de loi sur les enfants trans. On est extrêmement heureux de cette situation. Oui, 2 le même jour. Un autre projet de loi a été adopté, projet de loi 81 sur l'achat de médicaments. Vous savez que mon collègue Amir Kadir travaille sur ce dossier depuis qu'il est à l'Assemblée nationale, depuis 2008. Mon collègue a défendu le dossier de Pharma-Québec. C'est pas entièrement Pharma-Québec qui a été adopté, mais tout de même, le fait qu'il y ait une loi encadrant davantage l'achat de médicaments prescrits, ça veut dire qu'il y a un ministre de la Santé qui a fini par se ranger au moins en bonne partie aux arguments de mon collègue. Donc, ce sont de bonnes nouvelles et on est heureux à Québec solidaire de pouvoir dire oui, nous sommes capables d'influencer des politiques gouvernementales. Le registre des armes à feu a été adopté aussi à l'unanimité et on y a aussi travaillé à plusieurs reprises. C'est tout à l'honneur du gouvernement d'avoir accepté de reprendre certains de ces projets de loi, de les mener à terme. Je l'ai dit, il y a eu une très belle collaboration sur 492, donc on est capable de saluer l'ouverture quand elle est là. Évidemment, on va se reparler du reste. Nous allons continuer de mener d'autres batailles. Il y en a une, et non la moindre, qui est celle de l'augmentation du salaire minimum à 15 $ l'heure. Une bataille que des groupes de la société civile ont entrepris ce printemps avec notre soutien et collaboration. Il y a maintenant un autre parti d'opposition à l'Assemblée nationale qui a décidé d'appuyer notre proposition de vraiment réfléchir à la manière d'arriver rapidement à un salaire minimum de 15 $ l'heure. Ce sera pour nous une des priorités importantes de l'automne. Maintenant, bien sûr, quelques mots sur le bilan du gouvernement libéral. Un bilan plus que décevant, encore une fois. Alors, écoutez, les scandales, il y en a tout le temps, il y en a toutes les semaines, le manque d'informations, les réponses vagues. Vraiment, là, il y a un problème. Et notre premier ministre qui dit « Oui, sa mamade est blanchie par le commissaire à l'éthique et la vérificatrice générale alors qu'il n'en est rien. Les problèmes au MTQ, c'est des problèmes de culture administrative. » Sérieusement, là. Quand il y a des problèmes aussi importants dans l'appareil d'État, je pense qu'il faut chercher les véritables responsables. Il faut arrêter de s'en prendre aux fonctionnaires, c'est trop facile. Il faut remonter à la tête.
Et la tête, bien, c'est le gouvernement du Québec et au tout premier chef, le premier ministre. C'est lui qui nomme les ministres, c'est lui qui nomme les sous-ministres. Je pense qu'il doit réfléchir à sa manière de fonctionner parce que le Québec n'en veut plus. En plus de tous ces scandales, il y a aussi le problème des politiques d'austérité. On en parle moins ces temps-ci, mais vous savez que ça continue. Dans le monde de la santé, des services sociaux, dans les centres jeunesse, dans les centres à la petite enfance, vraiment, les gens qui y travaillent vivent des moments extrêmement difficiles. Et en plus, bien là, on veut s'en prendre aux personnes à l'aide sociale. Hein, le projet de loi 70, on va couper les plus pauvres s'ils refusent de se comporter en bons pauvres du point de vue du gouvernement. Ça n'est pas acceptable. Je dois dire que ce sont vraiment les efforts conjugués de mon collègue, le député de Saint-Jean, Dave Turcotte, de moi-même et de d'autres députés de l'opposition officielle qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, là, bien, il n'est pas adopté, le projet de loi 70. Il n'est pas adopté. Et je vais vous dire une chose, puis on l'a dit au ministre hier, il va falloir qu'il réfléchisse cet été, parce qu'il n'est pas à la veille d'une adoption. On n'acceptera pas qu'il y ait des pénalités sur les maigres chèques de 623 $ des plus pauvres de la société québécoise. Alors, en terminant, je dirais que les vrais déficits, au fond, si on veut en parler au Québec, viennent du manque d'intégrité. Les vrais déficits, ils ont été causés par ces milliards donnés depuis combien d'années à des entreprises qui réclamaient des extras, par exemple, ou à des contrats de gré à gré qu'on ne surveillait pas assez. Imaginez-vous tout ce qu'on aurait pu faire avec cet argent-là. Un mot sur, évidemment, ce qui préoccupe beaucoup de gens aujourd'hui même. Il y a comme une instantanéité parfois de l'information. 2 dossiers qui ont émergé en 24 heures. Hier, Bella Desgagnés et là, les 3 autres partis voulaient que, par consentement, on adopte dès hier une loi spéciale pour obliger les travailleurs à revenir au travail après 3 jours de grève. 3 jours. Et la loi spéciale avait été annoncée dès le premier matin de la grève. Ce que ça a fait, l'employeur a arrêté de négocier. Pour Québec solidaire, c'est inacceptable, ce genre de comportement. C'est pas comme ça qu'on traite les travailleurs, c'est pas comme ça qu'on débat démocratiquement. Alors, ce qu'on a obtenu, on l'a négocié, c'est qu'aujourd'hui, oui, il y aura de toute évidence adoption d'une loi spéciale, mais au moins, nous aurons gagné qu'il y ait un débat. Il y aura débat et nous interviendrons largement à Québec solidaire. Et aujourd'hui, Uber. Alors, subitement, il faudrait adopter un projet de loi à toute vitesse, adoption rapide, alors que le ministre des Transports, M. Daou, a refusé tous les amendements et sous-amendements de l'opposition. Et alors que les chauffeurs de taxi se sentent trahis, c'est clair, ils nous l'ont dit. Nous ne consentons pas à l'adoption rapide et sans débat. Si le gouvernement, à ce moment-là, veut imposer un bâillon, c'est à lui de le faire. C'est sa responsabilité. Il y aurait eu une très belle façon d'éviter cette situation, c'est d'accepter au moins certains amendements présentés par les oppositions, mais il y a eu une fin de non-recevoir. Merci. Merci. On va prendre une question, une sous-question par journaliste, s'il vous plaît. Monsieur Bélair-Sirino, Le Devoir. Oui, j'aimerais avoir une précision concernant la crise au ministère des Transports. Vous avez dit de cesser de s'en prendre aux fonctionnaires. En quoi de dégommer, par exemple, le ministre des Transports ou même le premier ministre changerait les choses au ministère des Transports? Ça changerait beaucoup de choses. De la même manière que Mme Boily nous l'a dit mercredi soir. Hein, on est déjà rendu mercredi soir, vous vous souvenez. Elle a dit, avant 2011, avant que Mme Savoie, nommée par Charest, arrive au ministère du Transport, elle avait de l'écoute. Elle avait réussi à monter des équipes conscientes de toutes les allégations dans son ministère. Elle se sentait prête à mener des enquêtes. Non seulement ça, elle avait même donné une formation spéciale pour examiner les contrats après signature, pas juste dans le processus d'octroi, mais après signature, pour savoir s'il y avait concordance, pour savoir si on se faisait avoir avec les extras. Tout d'un coup, Charest, sous pression populaire, vous vous rappelez, là, 2011, printemps 2011, campagne de vos collègues, question de l'opposition, signature de 250 000 personnes au bas d'une signature pour demander une commission d'enquête. Qu'est-ce que fait le gouvernement Charest? Nomme Mme Dominique Savoie
au ministère du Transport et tout d'un coup, climat de secret, climat d'intimidation, contrôle de l'information, manipulation de l'information s'installe et Mme Boily, responsable des enquêtes, ne peut plus faire le travail qu'elle faisait avant. Donc, ce n'est pas vrai que le gouvernement n'a pas de responsabilité. Celui qui a été le principal acteur du gouvernement corrompu qui a gouverné le Québec et qui est sous examen actuellement par la commission Charbonneau, M. Charest, a nommé un sous-ministre qui ont fait en sorte que rien n'a changé dans le ministère du Transport du Québec. Et il y a une deuxième responsabilité. M. Couillard nous dit aujourd'hui, ben là, j'apprends qu'il y a un problème. Excusez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît une autre personne que M. Couillard qui ne savait pas en 2014 qu'il y avait des problèmes au ministère du Transport du Québec? Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut honnêtement nous donner le nom de quelqu'un au Québec, un tant soit peu informé, qui ne savait pas qu'il y avait des problèmes au ministère des Transports du Québec? Et là, il nous apprend aujourd'hui qu'il a fallu le courage de 2 femmes qui ont surmonté le climat de terreur pour qu'ils réalisent enfin qu'il y avait un problème sans reconnaître sa responsabilité en tentant de manière lâche, et je pèse mes mots, en tentant de manière lâche à rejeter la responsabilité sur l'organisation, à rejeter la responsabilité sur des sous-ministres uniquement, à rejeter la responsabilité alors que ce gouvernement libéral a gouverné le Québec le plus clair des 15 dernières années. D'accord, mais en même temps, il y a eu quand même la parenthèse du gouvernement Marois, une autre première ministre, un autre ministre des Transports, Sylvain Gaudreault en l'occurrence, et les pratiques d'intimidation, de culture du secret semblaient à ce moment-là également prévaloir, que c'était des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires du ministère qui entretenaient ce climat-là. Ce n'était pas personne, ce n'était pas... C'est sûr que c'est une grande déception et ça affaiblit toute l'opposition. Ça affaiblit tous ceux qui critiquent le gouvernement actuel. Le fait que M. Gaudreault, quand il avait la chance de réellement faire le ménage, ne l'a pas fait. J'en suis désolé pour nous, pour le Québec et pour lui. Mais le reste, la question doit être posée à lui. Pourquoi n'a-t-il pas agi de manière plus responsable? Madame David, rapidement, sur les projets de loi, est-ce qu'il y en a un autre que vous comptez déposer ou qui est présentement inscrit au feuilleton, qui pourrait être le deuxième projet de loi adopté dans cette législature? Ce sont des discussions que nous sommes en train de faire. Nous reviendrons à l'automne. Simon Boivin, Le Soleil. Monsieur, madame, bonjour. Je crois comprendre qu'au gouvernement, on est sous l'impression que dans le dossier d'Uber, Québec solidaire avait donné son consentement verbalement et que là, on revient sur la parole donnée. Est-ce que c'est votre appréciation des choses? Écoutez, c'est que depuis plusieurs semaines maintenant, tout le monde au Québec avait bien observait bien qu'on était arrivé à un entendement général, qu'on s'entendait sur le fait que Uber devait fonctionner dans les règles strictes de la loi, y compris la règle qui veut qu'il doit payer ses impôts. Même François Bonnardel est venu au début de l'examen article par article, à la période des remarques préliminaires, insister sur le fait que même si la CAQ démontrait une plus grande ouverture, entre guillemets, à l'entreprise Uber, la CAQ insistait quand même qu'Uber respecte ceci. Donc, nous nous attendions à une collaboration. Voilà la CAQ qui avait forcé le gouvernement à permettre des projets pilotes qui vient nous dire que oui, c'est important que l'Uber respecte les règles, les permis, que ça soit équitable et qu'ils payent leur impôt. Et le ministre l'a répété à plusieurs reprises en Chambre, en commission. Tout ce que nous voulions, c'est que le ministre s'engage par écrit, parce que nous savons, les députés ne sont pas éternels, les ministres encore moins. D'accord? Donc, nous voulions que le gouvernement mette par écrit sa parole. Nous avons insisté là-dessus parce que nous avons des raisons de craindre que si un autre ministre qui arrive, sous la pression des requins, certains requins libéraux, qu'on ne puisse pas avoir une protection pour les chauffeurs de taxi. Donc, ce que nous sommes en train de dire, nous respectons notre parole. Notre parole, c'est la parole que le gouvernement, nous et l'opposition en général, nous avons pris envers les chauffeurs de taxi après 3 consultations, qu'il y aurait un projet de loi qui respecterait nos engagements. Tout ce que nous demandons au gouvernement, c'est de respecter par écrit ces engagements. Mais vous aviez donc pas, de ce que vous expliquez, donné un consentement préalable à l'adoption rapide du projet de loi et
une promesse ou un engagement sur lequel vous reviendriez aujourd'hui? On va mettre ça extrêmement clair. Quand, à 9h30 hier soir, j'ai donné mon consentement, j'espérais vivement, nous espérions tous, la commission s'est terminée extrêmement tard, hein, nous espérions vraiment que M. Daou accepte de se rendre aux arguments de l'opposition et qu'il y ait au moins un minimum d'amendements et de sous-amendements adoptés. Nous avons appris ce matin qu'il n'en était rien et c'est pourquoi nous avons retiré notre consentement. Parce qu'il y a toujours un esprit au consentement qu'on donne. Quand le lendemain, on se réveille puis on voit que l'esprit n'est pas respecté. C'est ça. Patrick Belrose, Huffington Post. Bonjour à tous les deux. Monsieur Kadir, vous avez affirmé que M. Charest était le premier suspect dans le cadre de la commission Charbonneau. Vous l'avez répété aussi récemment. Avez-vous été surpris de ne pas recevoir une poursuite en diffamation de la part de M. Charest? Mais je ne sais pas si c'est vraiment d'un grand intérêt que M. Charest me poursuive ou moi je poursuive M. Charest. Ce qui est important pour le Québec, c'est qu'on connaît tous ces problèmes qu'on connaît au Québec parce qu'il y a des gens qui avaient les deux mains sur le volant puis ont décidé, plutôt que de diriger le gouvernement de manière honnête, de manière intègre sur le plan de l'octroi des contrats, ont décidé de le diriger d'une manière qui a permis tant de violations de l'intégrité des processus d'octroi. Puis, à ce que je sache, M. Charest était le premier ministre du Québec, chef de gouvernement. Il affirmait lui-même qu'il avait deux mains sur... Donc, il en porte la responsabilité. Ça, je pense qu'il ne peut pas le nier. Et j'invite maintenant le Québec à se questionner sur celui qui est en poste, parce que M. Charest, c'est le passé. Celui qui est en poste, qui nous a dit que son gouvernement serait intègre, puis qui jurait la main sur le cœur que la page était tournée, que son gouvernement allait être transparent. La première chose qu'on apprend, c'est que le ministère le plus suspect d'irrégularité, il n'a rien fait pour que ça soit transparent, que la culture de secret, les irrégularités cessent. Autrement dit, M. Couillard a failli lamentablement à montrer l'incompétence totale de ce gouvernement de régler des problèmes d'intégrité. Mais auriez-vous souhaité affronter M. Charest pour justement faire sortir un peu, mettre de la lumière sur ces années-là? Bien, non, je faisais simplement une allusion au fait que chacun doit porter ses responsabilités. Comme ma collègue a dit, c'est trop facile de rejeter la faute sur des subalternes. Ça ne veut pas dire qu'il y a des subalternes. Madame Dominique Savoie n'a pas de responsabilité. Mais il faut que, socialement, politiquement, on soit capable de reconnaître les premières responsabilités. Merci. Julie Dufresne, Radio-Canada. Une question, une sous-question. Désolée. Bonjour à tous les deux. Dans le cas d'Uber, je ne sais pas à qui, Uber et les taxis, je ne sais pas à qui je dois poser la question. Est-ce que vous imputez la responsabilité de ce qu'on voit aujourd'hui au ministre à proprement dit? Est-ce qu'il est l'origine du problème? J'ai parlé au ministre sur le parquet de la Chambre tout à l'heure. Il m'a dit, Amir, tu peux prendre ma parole, Uber ne s'en tirera pas, il n'y aura pas de passe-droit pour Uber. Et ça confirme ce qu'il a dit en Chambre à plusieurs reprises lorsqu'on présentait des amendements pour s'assurer que tout projet pilote respecte la loi. L'esprit de ce projet de loi sur lequel on a travaillé depuis 1 an et demi. L'ennui avec ça, c'est qu'il m'a aussi dit qu'il subit énormément de pression puis il ne peut pas accepter nos propositions. Donc, ce qu'on devine, c'est qu'il y a des éléments au Parti libéral qui forcent la main au ministre Daou. Il y a des éléments au Parti libéral qui empêchent M. Daou de mettre par écrit l'engagement du gouvernement, qui forcent le gouvernement à trahir l'esprit des ententes qu'on avait obtenues de chaude lutte après 1 an et demi. Moi, ce que je demande à M. Daou, c'est de se fier sur l'opinion publique. Il y a eu une pétition qui vous a été acheminée, qui a été faite récemment par CROP, qui montre que les gens s'attendent à ce que le gouvernement fasse respecter par Uber les lois, que Uber paye ses impôts. C'est tout ce qu'on demande. Alors que le gouvernement respecte sa parole et il n'y aura aucun problème. Donc, je comprends que M. Daou n'est peut-être pas le problème dans ce cas-ci. Est-ce que, dans votre esprit, nous terminons cette session-ci avec un problème, par contre, pour M. Daou, à titre de ministre des Transports? Peut-il rester dans ses fonctions, considérant ce qui s'est passé et ce qui se passe toujours au MTQ? Le problème, c'est pas M. Daou. Le problème, c'est ceux qui tordent les bras à des ministres d'aller à l'encontre de la parole donnée par le ministère, par le ministre et le gouvernement. C'est sûr que moi, j'aimerais que M. Daou, à la fin de cette session, marque des esprits par une démonstration de force, par une démonstration de solidité, par une démonstration de courage politique, qu'il démontre qu'il est le ministre sur lequel on peut se fier également pour faire le ménage au ministère des Transports. Il va falloir quelqu'un de fort, capable de contrer les magouilles, capable de contrer les tordages de bras. Moi, je demande à M. Daou de résister aux tordages de bras alentour de lui, de respecter la parole du ministère, de montrer de sa force
là, il va inspirer confiance pour la prochaine étape qui est de faire le ménage au ministère du Transport du Québec. Tommy Chouinard, La Presse. Bonjour. J'aimerais savoir si d'aventure, le leader parlementaire du gouvernement vous proposait de tenir un débat, comme dans le cas pour Uber, comme dans le cas de la loi spéciale pour le conflit dans la Basse-Côte-Nord. Est-ce que vous seriez maintenant disposé à ce que le projet de loi soit adopté? La réponse est non. Vous savez, il va être adopté de toute façon. Oui, et le gouvernement n'en est pas inquiet le moins du monde. Tout ce que ça fait, c'est qu'on va veiller plus tard ce soir. Hein? Faut dédramatiser les choses à un moment donné, là. Bon. Mais la réponse à votre question précise est non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun amendement ou sous-amendement de l'opposition qui n'a été accepté. Alors, on peut bien dire, faisons pas de bâillons, prenons un peu plus de temps pour discuter. On n'a pas la moindre garantie que le moindre amendement qu'on pourrait apporter serait reçu favorablement par le gouvernement. En fait, pour être complètement franche, ce que le leader m'a dit, c'est « oubliez ça, les amendements, il n'y en aura pas ». Donc, c'est irrecevable. Je suis désolée, c'est irrecevable. Peut-être juste une précision sur la trahison que vous dites à l'égard des chauffeurs de taxi. Est-ce que je comprends qu'il y avait un amendement qui ouvrait la porte à ce qu'il y ait 2 classes de permis qui a été adopté? Regardez, le projet de loi s'en allait par là. À la dernière minute, le gouvernement apporte un amendement qui s'appelle l'amendement 33, qui autorisait des projets pilotes et dans lesquels il n'était pas stipulé de manière claire, sans embâche, que ce projet pilote ne pouvait être accordé que si ceux qui en faisaient l'offre, la proposition, respectaient le fait que tout opérateur de taxi, qu'il soit chauffeur ou intermédiaire, doivent avoir les permis appropriés, et le fait que toute entreprise qui fait une proposition respecte la loi, notamment de payer ses impôts. On va passer à l'anglais. Madame Johnson, Pardon. CTV. Merci. Can you explain why it is that you're adopting this position on the Uber bill today? There is a simple reason, is that the government has betrayed its word. It was now since many weeks that everybody had convened that we need to ensure that there is not disloyal competition against those who respect the law by Uber. And a form of that was that, okay, we're going to ensure that the penalties will go up, and every operator, every driver must have an appropriate license. That was the intention and the spirit of the law, and that was what the minister said to everybody. At the last minute this week, they came up with a proposal of modification of the law that opened for pilot projects in which an operator like Uber could proceed without having the appropriate permits and without ensuring that at the minimum it respects the law by paying their tax to the government. You know that they have been condemned by Revenu Québec. They are still, the payment is still pending. And so we said to the minister, we have to respect ourselves. The National Assembly, the deputies, the minister has to respect. So let's put in word what the minister says to the taxi drivers. We just asked the minister to put in written, his word. And he refused to do that. And he said to me a few minutes ago that he's under pressure, he cannot do that. And we cannot accept those, I would say, those pressures, those inappropriate pressures. So it's going to be a long evening. Yes. That's the responsibility of government. That's what the government has wanted. Merci. Madame Fletcher, Global. Just a point of clarification. So because you didn't give your consent to pass the Uber bill now, what happens this evening? Well, you know, the government threatens now to invoke a special, comment on dit, bâillon? Closure. So now the government wants to force the National Assembly to go in a special process of closure of Parliament in order to cut any possibility of discussion, any possibility of modification on law, to enforce a law which is betraying the word given since many weeks to taxi drivers, which is betraying the spirit of the law that we had until Monday, until in fact Wednesday. They came up Wednesday
with an amendment to their own bill, which is completely changing the spirit of all we have done since 1 year and a half. Ryan Hicks, CBC News. Madame David, you said that the taxi drivers weren't happy about this amendment. And correct me if I'm wrong. I'm just a little bit confused because yesterday the taxi drivers, or one of the groups that represents taxi drivers, say that they support this bill and the amendment. I talked to them. They were first brought to error by the government, who told them that if we don't go through this fast track, you're not going to have a law, so you're going to be completely without any change. First, so they were intimidated by false representation of the process. I don't know who did that. Probably a spin doctor of I don't know which party. First. Second, they told to me this morning that they are very, very upset about the government. They would have believed that the government would accompany the taxi industry to improve the industry. The industry is thriving and well. They wanted to improve themselves, and they're deprived from that possibility. They have accepted reluctantly, just based on the promise, the word promise given by the minister. But I told them this morning, are you sure we can count on the word of the government? That's the word of the minister, but the minister, it's possible he won't be there in 1 week, in 1 month. How about the word of government? We don't have the word of government. Okay. Madame David, you talked about another kind of deficit. You talked about a deficit of integrity. What does that mean for you? That means when you give a lot of money to some enterprise without good regulation, all that money, if we have that, we can put that in health, social services, education, daycare centers. So yes, we have a lack of integrity, and that affects the people, the ordinary people. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup.